Effondrement du pont Kibali dans la province du Haut-Ouélé dimanche dans la soirée. Le pont a cédé sous le poids d'un engin chargé de bois, un coup dur pour les opérateurs économiques. Et puis, il s'est tenu à Yaoundé la 9e édition du salon Promote au panel de la CEMAC. Il était question de trouver les solutions pour rendre effectifs les politiques d'import, substitution à l'effet d'accélérer les échanges intercommunautaires. C'était là les différents titres de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit en titre, les ponts Kibali jetaient sur la rivière du même nom à la sortie de la cité minière de Durba, située dans la province du Haut-Ouélé au nord-est de la République démocratique du Congo, a cédé dimanche autour de 19h heure locale sous le poids d'un engin lourd chargé de bois en provenance de WhatsApp pour l'Ouganda, un coup dur pour les opérateurs économiques dont Kibali Goldmine. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonnel. Début juin 2023, nous sommes passés sur ces ponts pour joindre le parc national de Garamba, situé juste à vol d'oiseau de Kibali Gold Mine, la mine de classe mondiale, pour assister à l'arrivée d'un troupeau de rhinocéros venus de la lointaine Afrique du Sud via l'aérodrome de Doko. Aujourd'hui, le pont Kibali jeté sur la rivière éponyme à la sortie de la cité minière de Durba dans la province du Haut-Ouélé au nord-est de la République démocratique du Congo a cédé dimanche autour de 19h locales, 17h GMT, sous le poids d'un engin lourd chargé de bois en provenance de Ouacha pour l'Ouganda. Première conséquence directe, le trafic entre Durba et Ouacha est coupé. Le pont Kibali jeté sur la route nationale numéro 26 reliant ces deux grandes cités a cédé au passage d'un camion surchargé malgré l'interdiction des autorités provinciales depuis l'année dernière pour les camions poids lourds de plus de 10 roues. Avec l'effondrement de ces ponts, la vie devient de plus en plus difficile pour les habitants de ces deux grandes agglomérations, voire même dans toute la province. Voici l'état dans lequel se trouve le pont Kibali au lendemain de son effondrement. Le vice-coordonnateur provincial de la société civile du Haut-Ouélé, Léonard Mamboko, lance un cri de détresse auprès du gouvernement, avec l'espoir que son cri de détresse n'ait pas tombé dans les oreilles des sourds. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers de la route Bunia-Komanda, longue de 75 km grâce à la réhabilitation de ce tronçon par l'administration militaire. La circulation devient intense et fluide, ce qui est un ouf de soulagement pour les camionneurs qui voient déjà la réduction de certains produits de première nécessité. Suivez ce reportage de la presse militaire. Nous sommes sur la RN 27 dans sa partie sud, en territoire du Roumu. Autrefois chemin de la Croix pour les passagers, aujourd'hui la circulation devient fluide sur le tronçon Bunia-Komanda, long de 75 km. Il suffit 45 minutes pour atteindre la destination au lieu d'1 à 2 jours, comme par le passé où Irumu était coupé du monde à cause de violations armées de la FPIC, a constaté le gouverneur militaire de l'Ituri. Wana ya d'abord awa nalika nzela oyo mutute nzela seulement ba mituka incendie ata mutu moko akokaki kokanisa te ke lelo oyo nzela oyo toki koleka wa 80 à l'heure tokoma to kuta ba population tosolola na bango. C'était impossible. Ces travaux de réhabilitation sont financés par l'administration militaire de l'Ituri sous la gestion orthodoxe du lieutenant-général Lubuyanka Shomajuni, exécuté par l'entreprise New Good Africa. Son directeur technique explique le tenant et les aboutissants. Comme vous l'avez vu, elle est vraiment faite dans des conditions de génie civil. À l'époque, le véhicule faisait 2 jours, 3 jours. Il y avait plus de 6 déviations sur cette route ici qu'on a réussi à supprimer. Et ça, c'était notre objectif principal. Et d'éviter que les camions s'écoulent sur la route. Parce qu'il y avait beaucoup d'accidents aussi.
Les usagers de ce tronçon se réjouissent de cette réhabilitation qui va contribuer à l'économie et la sécurité de la région. Comme ils ont réhabilité cette route de Komanda à Bunia, c'est notre joie. La remise en état de cette route revêt d'une importance capitale car elle permet d'intensifier les échanges commerciaux entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Tchop, voire le Haut-Ouélé. Ceci l'un des résultats probants de l'état de siège qui témoigne la restauration de l'autorité de l'État et le développement de la province. Et désormais, les conducteurs de véhicules feront les démarches d'obtention des plaques d'immatriculation des véhicules en ligne et la remise gratuite des cartes roses pour ceux qui ne les ont jamais obtenues. Une annonce faite par le ministère de Finances dans un communiqué rendu public le 25 février 2024. Cette mesure sera mise en application à partir du 1er mars prochain, une décision qui réjouit les conducteurs. Suivez-les au micro de Maris Boleli et de Giscard Tamba. Le ministère de Finances a rendu public un communiqué dans lequel un logiciel de demande de plaques d'immatriculation de véhicules mis en place pour permettre aux demandeurs de soumettre leur dossier en ligne et de payer à la Direction générale des impôts sans pour autant se déplacer. Une nouvelle qui réjouit le conducteur de véhicules à Kinshasa. Parce qu'ils ont déjà développement en Moka. Je suis content parce que premièrement, c'est un développement pour ces pays. Deuxièmement, c'est une facilité. Avant, c'était tout un problème. On pouvait faire 2 mois, voire 2 ans. Mais là, on peut le faire même à la maison avec son téléphone. Et on pourra prendre toutes les informations en ligne. Comme en ligne, ça va? Nous sommes contents puisque ça nous évite maintenant l'escroquerie. Avant, on donnait l'argent à un agent du bureau et beaucoup se faisaient duper. Là, on peut facilement tout suivre nous-mêmes. À partir de cette même date, il sera procédé à la remise gratuite des cartes roses à tous les propriétaires des véhicules qui ne l'ont jamais obtenue en faisant une demande à travers le site du ministère de Finances. Cette procédure informatisée simplifie les démarches d'obtention de plaques d'immatriculation des véhicules et pour raccourcir le délai de traitement de dossier par les agents de la Direction générale des impôts qui était un réel problème pour le demandeur bien avant. Et dans un autre chapitre, unir, innover, agir et éliminer, c'est le thème de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ce lundi 26 février. Les experts de santé publique, ceux du programme national de lutte contre cette maladie et le représentant de l'OMS, celui de l'Institut des maladies tropicales, se sont rassemblés autour du vice-ministre de la Santé en RDC pour réfléchir et sensibiliser sur cette pathologie dont la RDC est le pays le plus prévalent au monde. Suivez. Célébrée habituellement le 30 janvier de chaque année, la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine a été commémorée ce 26 février en raison d'un agenda politique chargé qui a caractérisé le mois de janvier. Au moment où les cas de trypanosomiase baissent considérablement en RDC, les autorités et experts appellent la population à multiplier de vigilance afin de parvenir à éliminer cette pathologie d'ici 2030. La Coordination nationale du renforcement du système communautaire exhorte à concentrer les efforts dans les foyers de tension de la maladie. La CNRC-ASBEL a été recrutée en 2022 pour mettre en œuvre le projet plaidoyer politique et communication en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans les provinces les plus touchées, notamment le Kwilu, Kwango et Maïndombe. La trypanosomiase, aussi appelée la maladie du sommeil, est une pathologie vectorielle transmise par la mouche tsetse. Jusqu'ici, un grand effort a été mis en place pour l'élimination de cette maladie. Les actions se sont vues prometteurs pour la réduction des cas de 2012 à 2023, passant, comme tout le monde l'a rappelé ici, de 6 000 à 394 cas. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'autre part sur les conséquences sanitaires
économique dévastatrice sur les familles et communautés dans le développement. Alors que le taux de cette maladie baisse considérablement, les partenaires joignent les efforts afin d'identifier les foyers résiduels, histoire de couper la chaîne de transmission. À cet effet, l'Institut national de recherche biomédicale met en place des projets pour implanter des laboratoires pour des diagnostics dans le Congo profond. L'INRB, avec le concours de ses partenaires, s'active à mettre en place des laboratoires provinciaux de référence qui vont travailler en réseau avec le laboratoire national de référence pour la drépanosomiase humaine africaine. Ces laboratoires provinciaux de référence seront dotés des équipements sophistiqués leur permettant de réaliser des tests moléculaires et immunologiques. Ensemble, les partenaires techniques et décideurs politiques ont promis de ne pas relâcher les efforts et de continuer la sensibilisation. Et puis, le directeur général du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine salue l'engagement du gouvernement et des partenaires dans le combat de l'élimination de cette maladie. Le docteur Eric Kemwamba enseigne que le taux de cette maladie baisse. Plus de 3/4 des provinces du Congo sont des foyers de cette pathologie. Il est au micro de Patrick Ilunga et de Stanis Samba. D'abord, il faut souligner les efforts consentis par le gouvernement de la RDC qui a décrété cette journée comme étant une journée nationale de la drépano. De part de cet engagement, il a été accompagné par ses partenaires, en fait, qui sont en train de cheminer avec nous depuis un certain temps et avec tout ce que nous avons comme outils thérapeutiques et diagnostiques aujourd'hui, nous pensons que c'est faisable d'éliminer cette maladie au Congo. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la RDC est le pays le plus prévalent et les autorités de la RDC, donc le gouvernement de la RDC à travers son excellence Dr Roger Kamba ainsi que toute son équipe, ont vraiment ménagé beaucoup d'efforts pour nous accompagner dans cette lutte et avec leur engagement, les partenaires ont suivi. Il y a depuis 2013, on était à plus de 6000 cas. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc en 2024, nous sommes à 394 cas. Donc le travail a été fait et continue à être fait. C'est vrai que les cas qui restent vont demander encore un peu plus de moyens et nous sommes confiants parce que nos autorités nous accompagnent dans cette activité et avec eux, les partenaires, nous pensons que d'ici 2030, on aura 0 cas en Bon, il faut dire que pour la trypanosomiase humaine africaine, connue sous la maladie du sommeil, le nom de la maladie du sommeil, 22 provinces sont concernées, sauf le nord et le sud. Donc le reste des provinces en fait sont concernées par cette maladie. Les provinces, je veux dire l'ancienne forme de la province de Bandundu est les plus endémiques, suivie de Kassai, Sankuru et beaucoup d'autres provinces. Même ici à Kinshasa, il y a ce problème. Normalement, ce que nous faisons, nous sommes dans les systèmes de la santé. Nous travaillons avec les médecins chefs de zone. Et donc nous avons au niveau de chaque province, nous avons des médecins coordonnateurs provinciaux qui sont sous la direction des chefs de division de province. Et avec eux, ensemble avec les zones de santé, ils accompagnent les unités mobiles pour arriver à travailler au niveau de la communauté. Et les médecins chefs de zone, ils ont dans chaque aire de santé, des unités des aires de santé qui ont dans leur charge les relais communautaires en fait, qui sont de ces milliers-là, qui aident pour l'appropriation de la lutte à ce niveau-là. Merci. En sport, les Léopards seniors handball, messieurs et dames, connaissent leur groupe après le tirage au sort organisé samedi 24 février dernier. Les fauves congolais des deux versions seront logés dans le groupe B pour chaque équipe pour les Jeux africains qui se dérouleront du 8 au 23 mars prochain à Accra, capitale ghanéenne. Blaise Kouzola pour les détails. Les Léopards handball de la République démocratique du Congo, version masculine, ont été logés dans le groupe B avec le Kenya, le Ghana et le Bénin après tirage au sort effectué samedi dernier à Accra au Ghana, a-t-on appris du site de la Confédération africaine de handball. Selon la même source, dans la version féminine, les handballeuses de RDC ont elles aussi été classées dans le groupe B ensemble avec le Cameroun, l'Ouganda et le Mali. Au total, 2 groupes ont été formés dans chaque version. Dans le groupe A, en version masculine, on retrouve l'Égypte, le Nigeria
et le Mali, tandis que dans le groupe A, version féminine, on a l'Angola, l'Algérie, le Burkina Faso et les Ghana. Pour rappel, les 13e Jeux africains sont prévus du 8 au 23 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne. L'actualité se poursuit sur Géopolis Télévision. Faisons place à la page internationale. Transformation structurelle des économies de la CEMAC et développement du secteur privé. C'est le thème qui a guidé les échanges du panel de la CEMAC à la 9e édition du Salon Promote à Yaoundé. Il y a en effet question de trouver les solutions pour rendre effectifs les politiques d'import-substitution à l'effet d'accélérer les échanges intercommunautaires, mais aussi limiter la perte des devises dues aux importations toujours massives. Malgré son fort potentiel agricole et halieutique, la zone CEMAC continue de crouler sous le poids d'importantes importations de produits de consommation courante et de première nécessité. Selon les statistiques de la FAO et du International Trade Statistics 2018, la zone CEMAC a importé plus de 237 milliards de francs CFA de viande, 290 milliards de poissons, 253 milliards de riz et plus de 2000 milliards de francs CFA d'hydrocarbures. Un manque à gagner pour ces économies locales, dotées pourtant d'un avantage comparatif en termes de capacité de production qui s'explique par la faiblesse des échanges intercommunautaires estimés à environ 3%. Le Tchad, par exemple, possède le 3e cheptel bovin d'Afrique. Pour la viande bovine, le Tchad a le 3e cheptel en Afrique. Mais le Gabon, la Guinée équatoriale, importe l'essentiel de sa viande de l'Amérique latine. Nos mers sont densément riches en poissons, mais l'essentiel de la consommation locale est importé. Alors la réponse est celle-là, développer ces produits du cru pour qu'on n'importe plus, mais que localement cette production puisse satisfaire la demande intérieure. Atteindre les objectifs de l'import-substitution a pour avantage de créer des emplois, mais surtout de stabiliser le niveau des réserves de change en limitant la sortie des devises dues aux importations. Les autorités de la sous-région mettent en œuvre diverses stratégies à même de permettre de favoriser une plus grande production locale, notamment le subventionnement des acteurs de la chaîne de production, mais aussi de réduire les obstacles à la libre circulation, vecteur d'éclosion d'un marché sous-régional dense. Il est question d'encadrer tous les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur, en leur accordant des subventions, en renforçant leurs capacités, en nécessairement développant la recherche dans ces différentes filières pour pouvoir booster la production. Ça, c'est un volet production. Volet commercialisation, il est question de développer les marchés transfrontaliers. Il est question nécessairement de lever toutes les barrières non tarifaires qui empêchent les échanges intracommunautaires pouvant faciliter la libre circulation de ces produits du cru. Les économies de la CEMAC souffrent de la faible capacité de production résultant en une incapacité à répondre à la demande. Pour les politiques de la sous-région, il est impératif d'actionner les leviers de la transformation structurelle des économies de la CEMAC, chose qui demeure conditionnée par le développement du secteur privé. Allons au Mali, où le taux de croissance réel du produit intérieur brut, estimé à 5,1% en 2023, devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025, annonce faite le week-end dernier par le ministre malien de l'économie et des finances Al-Husseini Sano. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du lancement des travaux du processus budgétaire 2025 organisée par la Direction générale du budget. Cette dynamique, selon plusieurs experts, révèle une stabilité macroéconomique du pays au plan national. Africa 24.
Au Mali, les travaux d'élaboration du budget 2025 effectués le 22 février annoncent une amélioration progressive de la situation économique du pays, malgré les effets négatifs des différentes crises, notamment en Ukraine et l'embargo de la CEDEAO imposé en 2022. Le taux de croissance réel du PIB, 3,1% en 2021, est estimé à 5,1% en 2023 et devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. Cette projection promet une bonne situation économique à bien des égards. Et comme vous le savez, le contexte macroéconomique du Mali qui prévaut à l'élaboration du budget 2025 est rassurant, notamment en ce qui concerne une amélioration progressive au niveau de la situation sécuritaire et sociopolitique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a recouvré donc son intégrité territoriale avec la récupération de la ville de Kidal, mais aussi il y a eu sur le plan politique l'adoption en juillet dernier de la nouvelle constitution, mais aussi également le déclenchement donc du processus du dialogue intermalien qui est en cours. L'inflation, qui demeure maîtrisée selon le ministère des Finances, devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Les premières estimations de l'exécution budgétaire 2023 témoignent ainsi d'une mobilisation des recettes satisfaisantes avec un taux de pression fiscale situé à 14,7% du PIB contre une prévision de 14,6%. Le Mali, le Burkina et le Niger en sortant de la CEDEAO pour créer l'AIS, seulement si ces États continuent, d'ailleurs ce qui est le cas d'ailleurs, continuent de mieux coopérer dans les différents domaines au plan militaire, au plan sécuritaire, au plan économique, au plan politique et voire culturel, ces trois pays ne vont pas sentir le grand choc économique en sortant de la CEDEAO. La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État malien fait face. La bonne gestion des finances étant le principal moyen de bien conduire la stratégie nationale du développement. Faisant désormais partie de l'Alliance des États du Sahel, le Mali amorce un tournant décisif visant à assurer son indépendance économique et son intégrité territoriale. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs, mais d'abord, les rappels de titres. Effondrement du pont Kibali dans la province du Haut-Ouélé. Le pont a cédé sous le poids d'un engin chargé de bois. Un coup dur pour les opérateurs économiques. Vous avez le détail dans ce journal. Et à l'international, il s'est tenu à Yaoundé la 9e édition du salon PAM Promote. Au panel de la CEMAC, il était question de trouver les solutions pour rendre effectives les politiques d'import, substitution à l'effet d'accélérer les échanges intercommunautaires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.